Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Au menu, la Sénégambie, le prétexte, la coopération sénégalo-gambienne avec le Conseil présidentiel tenu le 12 mars dernier à Banjul sous l'impulsion des deux chefs d'État. Cette première session s'est penchée sur toutes les questions d'intérêt bilatéral, non sans donner des orientations au gouvernement pour approfondir la coopération entre les deux pays. À cette occasion, l'axe Dakar-Banjul s'est enrichi de 6 nouveaux accords de coopération. Ainsi, après 22 ans de relations bilatérales quasi inexistantes, les deux chefs d'État vont-ils réussir à impulser un nouveau souffle dans les relations entre les deux pays? La Sénégambie pourra-t-elle être un modèle d'intégration économique dans la sous-région ouest africaine? Deux invités avec moi pour en débattre. D'abord, professeur Eladj Alioune Diouf, vous êtes enseignant-chercheur en économie internationale, en intégration, en droit de la concurrence, bien sûr, en intégration économique, mais aussi formateur à l'ENA, l'École nationale d'administration, et chercheur en géopolitique et géostratégie en économie internationale, ancien directeur du commerce du Sénégal. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Ndiaye, il est journaliste économique. Mamadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdoulaye. Merci. La Sénégambie, deux pays, une seule communauté, nous dit-on au terme du conseil présidentiel du 12 mars dernier à Banjul. Entre le Sénégal et la Gambie, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de porter les relations des deux pays à un niveau jamais égalé. Macky Sall et Adama Barrow se sont ainsi engagés à donner une nouvelle trajectoire à la coopération sénégalo-gambienne. C'est un sujet de la rédaction préparée par Ndeye Marie Ndiaye. Regardez. Au terme de cette première session du conseil présidentiel, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de hisser à un niveau jamais égalé les relations qui unissent le peuple sénégambien. Macky Sall et Adama Barrow ont décliné au cours de cette rencontre les orientations qu'ils souhaitent donner à leur coopération bilatérale. Le président sénégalais appelle de façon plus pragmatique à l'élimination des lourdeurs administratives pour aboutir à des résultats rapides et durables. De même, nos deux pays pourraient davantage coopérer de façon plus pragmatique dans les secteurs de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture, des mines et de l'énergie, en éliminant les lourdeurs administratives pour aboutir à des résultats rapides et durables. Les deux chefs d'État se sont également engagés à donner une nouvelle trajectoire à la coopération sénégalo-gambienne qui a connu de réelles difficultés ces 2 dernières décennies. Le président gambien estime que les deux pays doivent accélérer leur coopération. Les conclusions du conseil ministériel de nos experts ont facilité nos travaux et nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en œuvre les accords de coopération signés. Toujours dans le cadre de la relance de leur coopération, l'axe Dakar-Banjul s'est enrichi de 6 nouveaux accords de coopération dans les secteurs de la santé, de la défense et de la sécurité, des affaires consulaires, de la culture, du transport, entre autres. Le président sénégalais a par ailleurs appelé les forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Gambie à cesser toute tracasserie et entrave induite à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace sénégambien. Pour rappel, sur le plan économique, les exportations entre les deux pays sont sur une courbe ascendante. Elles se situent entre 40 et 44 milliards de francs CFA entre 2012 et 2016, alors que les importations s'élèvent à 542 millions de francs CFA, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la ANSD. Au sujet de Ndeye Marie Ndiaye, merci bien. D'abord, professeur Alioune Diouf, comment appréciez-vous cette initiative des deux chefs d'État d'organiser tous les 6 mois et alternativement un conseil présidentiel au Sénégal et en Gambie? Je l'apprécie positivement parce que cette initiative reste fidèle aux traditions sénégalo-gambiennes. Historiquement, nos deux peuples, nos deux pays ont toujours coopéré dans un sens très ouvert pour aller dans le sens de fusionner, au fond,
nos deux économies. Parce que nos deux pays sont engagés dans le cadre de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et qui dit CEDEAO, c'est que c'est une communauté économique qui a atteint aujourd'hui, depuis 2015, le stade d'union douanière. Donc nous avons un tarif extérieur commun, mais aussi nous sommes dans un marché commun. Donc libre circulation des personnes, des biens, droit d'établissement, droit de résidence. Donc nos deux pays s'étaient engagés déjà à ce niveau-là, au niveau du traité de la CEDEAO. Et la CEDEAO existe depuis 1975 avec un traité révisé en 1993 pour mieux consolider les liens entre les pays de la CEDEAO. Mais particulièrement, le Sénégal et la Gambie doivent comprendre que pour profiter justement de ce marché ouvert de la CEDEAO, nous gagnons à mieux coopérer ensemble, à mieux aller ensemble vers justement la conquête du marché intérieur ouest-africain. Mieux, nous sommes dans l'Union africaine et l'Union africaine va vers une zone de libre-échange. Donc, notre principal intérêt, et je pense que les deux chefs d'État l'ont bien perçu, c'est d'aller vers une mutualisation de nos ressources humaines, de nos ressources, de nos richesses minières et surtout d'aller dans le sens de développer un partenariat au niveau des deux secteurs privés pour faire en sorte qu'on puisse non seulement aller dans le sens d'une meilleure transformation structurelle de nos deux pays, mais aussi dans le sens d'une industrialisation qui puisse profiter aux deux pays. En attendant d'y arriver à la mutualisation des forces, Mamadou Ndiaye, le professeur Alioune Diouf l'a rappelé tantôt, deux pays qui sont membres de la CEDEAO. Alors, 6 ans, pratiquement 2 décennies, comme l'a rappelé Ndeye Marie Dia, les relations ou une période de relations bilatérales quasi inexistantes, l'axe Dakar-Banjul qui s'est enrichi à cette occasion de 6 nouveaux accords de coopération dans divers secteurs. Est-ce que ces accords sont-ils suffisants aujourd'hui pour impulser ce nouveau souffle de relations entre les deux pays? C'est un indice de progrès. Le reporter la reporter a parlé donc justement de rapports très tumultueux entre les deux pays. Je pense que même les générations actuelles le savent. Mais le professeur Kizerbo disait que la Gambie est comme une banane dans la bouche du Sénégal. C'est dire combien les deux pays sont imbriqués. Bien sûr, il y a les facéties de la colonisation qui ont fait ce que ça a fait. Que deux peuples parlant les mêmes langues, appartenant aux mêmes communautés de destin et ayant peut-être aussi le même imaginaire collectif, arrivent à se séparer simplement par le biais justement de langues disons apportées par la colonisation. Mais je pense que les dynamiques d'échange entre les deux peuples ont fait qu'ils ont transcendé un peu ces clivages qui ont été introduits justement par le colonisateur. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est que plus de deux décennies après, quand les deux présidents, n'oublions pas que le président gambien, dans les circonstances qui ont prévalu dans son pays à un moment donné, a prêté serment au Sénégal, même si c'est dans un territoire qui a bénéficié justement de l'extraterritorialité. Mais comme ça, c'est en fait l'histoire. Cela dit, les accords qui viennent d'être signés et le déclic qui a été lancé par les deux présidents montrent simplement le gisement de potentialité qu'il y a entre les deux pays. Et mon ami Alioune Diouf a rappelé un peu le contexte, n'est-ce pas, d'intégration africaine, d'intégration régionale, je dirais même d'intégration graduelle. Mais la Gambie et le Sénégal devraient donner le bon exemple. C'est-à-dire que le modèle d'intégration qu'il pourrait y avoir entre les deux pays servirait d'exemple et de marchepied à d'autres pays. Quand on dépasse les conflits et qu'on s'achemine vers la paix, il faut maintenant montrer des perspectives de lucidité entre les dirigeants pour permettre effectivement aux populations d'approfondir donc ces échanges et de montrer les potentialités qu'il y a. On a cité ici l'agriculture, on a cité les services, on a cité les technologies, on a cité, je pense, le domaine du droit. Mais je pense qu'effectivement, compte tenu de la mobilité entre les deux pays, compte tenu donc de la proximité, n'est-ce pas, et la morphologie peut-être des économies, parce qu'en Gambie, il n'y a pas d'industrie, du moins elle est très faible.
Le Sénégal également avait connu un petit déclin industriel, mais qui commence maintenant à renaître. Donc, il y a possibilité pour les deux pays de voir comment, en imbriquant justement les deux économies, on tirerait le meilleur parti des deux pays, des deux économies. Et en même temps aussi, c'est un signal qu'on enverrait à l'Union africaine par rapport justement à son agenda de 2063. Tout ça montre qu'en vérité, le leadership est incarné par les deux présidents, mais cette dynamique également, elle peut être enclenchée maintenant par les forces vives des deux pays qui pourraient montrer en vérité qu'après le conflit, c'est la paix, donc après la tempête, c'est après la pluie, c'est le beau temps. Et du coup, sans doute, donc c'est des perspectives nouvelles qui s'offrent. Un aspect que j'allais relever. Aujourd'hui, il y a un transfèrement possible de prisonniers de part et d'autre des pays. Quand un prisonnier gambien... Les termes de ce nouvel accord de ce nouvel accord. Mais je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des Gambiens qui seraient beaucoup plus à l'aise d'être enfermés dans leur propre pays, et il y a des Sénégalais qui seraient beaucoup plus à l'aise d'être emprisonnés dans leur propre pays. Mais en vérité, il arrivera un moment où, quand de part et d'autre, on s'apercevrait qu'il faut simplement offrir aux citoyens lambda des deux pays des conditions de vie et d'existence, on effacerait donc les frontières et on effacerait justement, disons, la nationalité des deux économies. Donc je pense que c'est un véritable progrès que le président Barrow et le président Sall ont posé, et du coup donc ça offre à ces deux pays-là donc une dynamique d'échange qui permettrait sans doute d'aller au-delà des espérances qui ont été placées dans les deux pays et dans le Conseil présidentiel. D'aller au-delà des deux pays, justement, professeur, est-ce qu'aujourd'hui cette coopération sénégalo-gambienne peut constituer ou peut-elle constituer un modèle d'intégration dans la sous-région, notamment ouest-africaine? Oui, absolument, parce qu'on ne l'a pas signalé, mais la construction du pont de Farafenni est un excellent vecteur d'accroissement des échanges entre les deux pays et d'unification des économies entre les deux pays. Mais il me semble qu'il y a un élément qu'il est important de souligner, et peut-être que nous n'avons pas encore bien perçu. L'exemple du Sénégal et de la Gambie donnerait une idée positive quant à la poursuite de cette intégration au niveau de notre sous-région, aux Guinéens de Bissau et aussi à nos frères maliens. Je pense que si le Sénégal et la Guinée, si le Sénégal et la Gambie concrétisent justement les mesures qui ont été prises lors du Conseil présidentiel, je suis persuadé que cela va être un signal fort lancé à nos parents de Guinée-Bissau. Et justement, ce serait un axe très fort. Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, ça sonne très bien. Et ça permettrait justement de pouvoir unifier ces économies. Regardez le potentiel qu'il y a au niveau, par exemple, des richesses qu'il y a en mer. Mais ça, c'est l'idéal, professeur. Est-ce qu'il n'y a pas, par ailleurs, des obstacles qui empêcheraient la mise en œuvre de ce que vous venez de dire? Ça, c'est l'idéal. Je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a toujours des obstacles, mais notre détermination peut vaincre ces obstacles-là. Je suis persuadé que même s'il y a des montagnes, on pourrait les déplacer pour aller dans le sens de l'unification de nos deux pays. Il faut le dire, l'unification doit aller même jusqu'à l'unification politique. Si l'Afrique veut se développer, il faut que l'Afrique ait des pôles moteurs, des pôles très dynamiques au niveau des différentes régions. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il me semble que nous avons la possibilité, même au fond, de donner l'exemple dans toute l'Afrique. Du point de vue historique, si vous regardez bien, tous les grands leaders, la majorité des grands leaders africains sont de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la chance d'avoir une communauté francophone, nous avons aussi une communauté anglophone. Vous voyez un peu la fusion, comme on veut le faire dans l'intégration monétaire, la fusion des deux zones pourrait entraîner une dynamique très favorable, compte tenu aussi de l'ensemble des richesses qu'on a notées dans cette zone. Moi, je suis persuadé que nous pouvons aller dans le sens de l'unification de nos deux économies, gambiennes comme sénégalaises, parce que dans un certain sens, elles ne peuvent être que complémentaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La Gambie ne peut pas être simplement une plateforme de réexportation vers le Sénégal. Elle ne peut pas simplement se limiter à ça, parce que ce ne serait pas un voisinage dynamique. Il faut que le voisinage soit dynamique. Regardez l'AGOA,
En Afrique de l'Est, nous n'en avons pas beaucoup profité. Par contre, en Afrique australe, ils en ont profité parce que les pays autour de l'Afrique du Sud ont pu joindre leurs efforts et profiter peut-être du trafic aérien de l'Afrique du Sud pour pouvoir exporter ailleurs. De la même manière, je pense que la Gambie, comme la Guinée-Bissau, comme le Mali, gagneraient à profiter justement de l'ouverture que le Sénégal peut donner sur le plan africain comme sur le plan international, pour aller dans le sens de mieux exploiter les différentes richesses que nous avons et qui, aujourd'hui, peut-être ne sont pas exploitées comme il fallait. Je donne un exemple. Prenez les noix de cajou, qui est très important en Guinée-Bissau. C'est les Indiens maintenant qui viennent acheter la noix de cajou, qui passent par la Gambie et qui réexportent ça sur le plan international. Il me semble que nos pays gagneraient, surtout sur les produits de cueillette, les produits naturels, les animaux vivants, etc., à coopérer pour aller dans le sens d'avoir des industries transformatrices de ces produits-là et de pouvoir exporter ces produits partout dans le monde parce que la demande existe et l'offre est insuffisante. L'offre sur le plan mondial des produits alimentaires est insuffisante. Alors, Mamadou Dia, l'unification du marché des deux pays, alors avec, c'est vrai, l'intégration monétaire, on l'a rappelé tantôt, la Gambie, nous le connaissons tous, c'est le Dalasi, au Sénégal, c'est le franc CFA. Aujourd'hui, la faisabilité d'unification du marché dans lequel vont se promouvoir les deux secteurs privés. De ce point de vue, il ne se pose pas de difficultés majeures. D'ailleurs, si vous avez remarqué, dans la délégation du président Macky Sall, il y avait le ministre de l'économie et des finances. Donc, qui est sans doute le patron justement de la Banque centrale au Sénégal, devrais-je dire. Ça montre qu'en vérité, cet élément est un élément pivot dans les relations justement que construisent les deux pays, en tout cas par le biais des deux présidents. Mais il y a un aspect que je voudrais souligner pour donc corroborer un peu ce que dit donc M. Diouf. Le président Macky Sall a maintenant inversé les termes justement de la diplomatie par rapport au voisinage. Il a dit que maintenant, nous devons avoir la diplomatie de notre géographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus expérimentés, les plus talentueux de nos diplomates ne plastonneraient plus dans les grandes capitales occidentales, si on a allant et venant. Non. C'est là où il y a les difficultés qu'on enverrait justement les plus expérimentés et les plus talentueux de nos diplomates pour construire justement, pour édifier l'intégration africaine, pour construire l'idéal africain. C'est dans les anciens régimes, Diouf, Senghor et peut-être dans une moindre mesure Abdoulaye Wade, on envoyait sans doute des diplomates vraiment très inconnus en Gambie, en Guinée-Bissau ou bien à Conakry. Non, maintenant c'est l'inverse. Et le président, je le rappelle en passant, il a posé justement il a fait la pose de la première pierre justement de la chancellerie du Sénégal à Banjul. Et il l'a fait également dans les autres pays de la sous-région. Donc, le mieux c'est que le Sénégal, en renforçant justement diplomatiquement et en développant une proximité encore plus poussée avec ces différents pays, il construit donc les bases, disons, de lancement d'une économie forte, les bases de lancement d'une diplomatie dynamique et créatrice. Et le président n'a pas manqué non plus de dire que désormais, sans doute, le Sénégal et la Gambie vont se consulter sur les grandes questions de l'heure. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir peut-être une position unanime, mais au moins la position concertée permettrait aux deux pays quand même d'aller en front dans les instances internationales pour justement défendre des positions plus ou moins voisines. Ça montre donc que ce qui se passe à Banjul pourrait être reproduit à Conakry, pourrait être reproduit justement à Bissau, pourrait être reproduit à Nouakchott, pourrait être reproduit à Niamey et au Burkina Faso et ainsi de suite. Et j'en oublie probablement à Bamako. Donc tout ceci, ça montre que justement, cette sphère-là, il faut que les autres chefs d'État arrivent à comprendre que la dynamique unitaire, la dynamique de regroupement, sur une base d'abord de droit, mais sur une base également politique au sens où effectivement on construit l'avenir pour les générations futures, mais en même temps sur une base plus ou moins sociale et économique. Parce que l'interférence justement des talents, l'interférence des ressources humaines permettrait donc à cette zone de prospérer. Et je termine par là en vous disant simplement que si on note aujourd'hui une relative accalmie dans la sous-région, c'est parce qu'il n'y a plus de conflit inter-États. Non, c'est fini depuis peut-être cette fameuse guerre entre le Burkina Faso et le Mali. Maintenant, à l'intérieur de chaque pays, il y a des problèmes, il y a des difficultés, disons, liées sans doute à des difficultés de voisinage entre des communautés. Voyez-vous. Mais les conflits entre pays, je veux dire que c'est en voie d'extinction et en voie d'élimination progressive. Donc ça montre un progrès. Alors que dans d'autres pays, notamment en Afrique australe, on voit encore des pays qui sont très belligérants. On voit des pays peut-être
c'est vrai qu'ils connaissent des dynamiques économiques, mais du point de vue politique et du point de vue justement social, l'harmonisation n'est pas encore au sommet, si bien que nous pouvons servir d'exemplarité au niveau donc, de la sous-région et au niveau justement de la région ouest-africaine, pour servir l'espoir de laboratoire à cette Afrique qui se cherche et qui veut justement trouver le chemin de l'unification. Professeur Aliou Diouf, pour rebondir dans son propos, servir la Sénégambie, servir de laboratoire pour les autres pays. Nous savons bien qu'en Gambie, le pays ne bénéficie pas ou n'a pas de ressources ou n'est pas riche. Comme on le dit souvent, elle ne compte que sur les taxes. Aujourd'hui, comment pensez-vous que ces deux pays peuvent inverser la tendance ou impulser cette dynamique de partenariat gagnant-gagnant, ne serait-ce que pour qu'elle constitue un modèle d'intégration est-africain, comme vous l'avez rappelé tantôt? C'est parfaitement possible, et cela s'est fait dans le cadre de l'UEMOA depuis les années 2000 à 2005. Quand vous supprimez les droits de douane, il y a des moyens-values fiscales pour les pays qui sont les moins intégrés, qui sont les moins industrialisés. Dans le cas du Sénégal et de la Gambie, si on supprime les droits de douane, effectivement, les Gambiens peuvent penser qu'ils vont avoir des recettes, moindres de recettes. Mais non. Ce qu'on appelle la transition fiscale, c'est-à-dire qu'on supprime les droits de douane extérieurs, mais en fait, il y a la taxe intérieure, par exemple la TVA de 18%. C'est l'UEMOA qui l'a instaurée. Et aujourd'hui, si vous voyez, dans tous les pays de l'UEMOA, on a beaucoup plus de recettes intérieures que de recettes provenant du droit du tarif extérieur. Avec le prélèvement communautaire de solidarité dans l'intégration, que ce soit dans l'UEMOA comme dans la CEDEAO, on va reverser, on dit solidarité, prélèvement communautaire de solidarité. C'est-à-dire on va reverser cet argent aux pays qui ont démantelé les barrières douanières et qui importaient au niveau de certains pays industriels. Mais les pays industriels ne recevraient pas. Par exemple, dans le cadre de l'UEMOA, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas reçu quoi que ce soit entre 2000 et 2005. Par contre, les autres pays, comme le Niger, comme la Haute-Volta, comme le Burkina Faso, comme le Bénin, ont reçu des milliards. On a distribué plus de 115 milliards de francs aux pays qui ont reçu, qui ont eu à supprimer leurs barrières tarifaires. Mais vous savez, on pense souvent que c'est le droit de douane qui alimente le budget. Mais dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on a fait ce qu'on appelle cette transition fiscale. On a fait en sorte... grandement, largement. Mais moins qu'on le pense, en fait. Ah oui? Moins qu'on le pense. Si vous regardez le Sénégal, les recettes intérieures sont presque 2 fois les recettes douanières. Donc même le Sénégal peut continuer à renoncer déjà à beaucoup de droits de douane, parce que le TEC UEMOA, ça faisait 22% maximum. Notre droit de douane ne pouvait pas dépasser 22%, à moins que ce soit un produit qui fait l'objet de dumping ou de concurrence déloyale et sur lequel on met des droits compensateurs. C'était 22%. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, on est allé jusqu'à 35%. Pourquoi 35% 35%, c'est juste mieux, pour mieux protéger justement les secteurs qui ont fort potentiel de développement et d'intégration, et qui sont facteurs d'intégration. Il faut protéger ces secteurs-là. Ou bien les spéculations qui ont un grand potentiel de développement dans la zone, il faut aussi les protéger, ce que je trouve tout à fait normal. Par exemple, quand vous importez des produits en l'état, qui ne sont aucunement transformés, vous les importez de l'extérieur et vous les consommez, vaut mieux les taxer un peu plus fortement pour que ceux qui produisent ce même produit à l'intérieur soit plus compétitif. Et à la limite, c'est comme le riz. On ne veut pas continuer à importer du riz. On souhaiterait que les Sénégalais soient autosuffisants en riz. De la même manière, dans beaucoup d'autres domaines, on souhaiterait, comme tous les pays le font, les Américains, les Européens, les Asiatiques prennent sur eux de protéger des secteurs qui permettent de nourrir leur population. Donc je pense qu'on peut le faire sans aucun problème. Il y a un élément qui me semble important et qui a soulevé effectivement notre ami Ndiaye, c'est que si on regarde bien, la question de la monnaie n'est pas un vrai problème d'ailleurs. Et même si vous voyez bien, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, on avait dit qu'il faut des critères de convergence. Mais on s'est rendu compte depuis 2000 qu'on n'arrive pas à atteindre ces critères de convergence. Maintenant, on a dit que les critères de convergence ne doivent pas être un obstacle à l'unification monétaire. La question est au fond politique. Il y a des pays qui se sont unis monétairement et qui n'avaient pas cette convergence-là. On l'a vu un peu en Europe. Et finalement, on a tiré les pays qui étaient les moins développés, et ce qui a permis aujourd'hui d'avoir justement ces pays comme l'Espagne, le Portugal, qui ont beaucoup profité de l'intégration européenne. De la même manière, je pense que nous pouvons
concevoir, parce que maintenant, on le fait aussi de manière graduelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que tous les 15 pays de l'UEMOA soient en mesure de participer à l'unification monétaire. Maintenant, on a dit, OK, s'il y a 5 ou 6 pays qui sont prêts à y aller, on y va, parce que dans le cadre de la CEDEAO, aujourd'hui, vous avez 8 pays qui ont la même monnaie et qui traitent avec les autres sans problème. Donc, on peut dépasser ça. Très rapidement. Au mois de janvier, justement, j'étais à Banjul. Et j'ai rencontré justement certains praticiens, des commerçants, des hommes d'affaires. Et je me suis aperçu qu'en vérité, dans les 2 décennies précédentes, comme l'a souligné justement votre reporter, il y avait une sorte de repli sur soi de la Gambie. Et en même temps aussi, doublé dans certains protectionnismes. Ce qui est justement d'ailleurs paradoxal de la part d'un pays justement qui compte sur les importations pour ensuite les dériver vers le Sénégal. Ça voudrait dire quoi? Pendant les 2 décennies, les produits sénégalais entraient difficilement en Gambie. Alors que les produits faisant transit en Gambie pour entrer au Sénégal, c'était très facile. Maintenant, sans compter peut-être aussi, comment on appelle ça, l'inconscience d'un certain nombre d'acteurs sénégalais qui allaient en Gambie pêcher justement des produits venant de l'extérieur pour les introduire sur le marché en faisant par exemple aussi du dumping économique. Mais les deux pays maintenant, en tout cas les hommes d'affaires de ces 2 pays-là, ont compris qu'aujourd'hui, on peut déjouer justement le piège du protectionnisme, donc du repli sur soi de la Gambie, pour ouvrir donc son économie à des compétiteurs sénégalais qui viendraient probablement s'installer ou faciliter donc leur installation en Gambie et du coup faire bénéficier justement les Gambiens du know-how et du capital expérience justement des Sénégalais. Mais inversement aussi, les ressources humaines gambiennes pourraient trouver emploi, n'est-ce pas, quand il y a une dynamique justement de création d'emplois dans leur propre pays. Et du coup, ça fusionne donc des synergies entre la Gambie et le Sénégal et ça ouvre donc des perspectives très intéressantes entre ces 2 pays-là. Mais je le dis d'autant plus que nous devons servir par l'exemplarité. C'est là où nous pouvons jouer une carte maîtresse et permettre donc à d'autres pays de s'inspirer justement du modèle entre l'axe Dakar-Banjul. Merci, c'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait le plaisir de recevoir pour ce numéro professeur El Hadj Alioune Diouf. Je rappelle qu'il est enseignant-chercheur en économie internationale, intégration économique et droit de la concurrence, mais également formateur à l'ENA, École nationale d'administration, et chercheur en géopolitique et géostratégie, ancien directeur du commerce intérieur du Sénégal. Avec nous également Mamadou Ndiaye, les journalistes économiques. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.